Nous attendons que tout le monde rentre dans la salle. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à nos webinaires de Force Patrimoine. Nouvelle thématique, la crypto. Nous allons y revenir dans un instant. J'espère que vous allez bien. En préambule, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, nous allons parler aujourd'hui crypto et comptabilité, un petit peu de fiscalité, un petit peu d'organisation. On verra juste après l'actualité de Force Patrimoine. Actualité de Force Patrimoine, ce sont des formations qui auront lieu donc à partir du mois de janvier. Formation sur les dirigeants remariés sur des demi-journées, deux demi-journées, les 13 et 20 janvier prochains, où là, ça va vous valider un certain nombre d'heures pour ceux qui sont IAS, donc des heures IAS, et la société civile, 7 heures sur une journée complète, tous les aspects de la société civile. Vous aurez tous les détails sur le site de Force Patrimoine, qui valide également des heures IAS et des heures IMO. En complément de ce webinaire, nous lançons au printemps prochain, donc préinscription. N'hésitez pas à nous envoyer un mail et une demande. Nous allons lancer donc un certificat expert comptable crypto sur 21 heures qui seront bien sûr validantes pour l'IAS pour ceux qui le sont et bien sûr pour les heures ordinales. Cela va de soi, où on va détailler avec Anthony tout ce dont il va aborder aujourd'hui. Anthony Pisano, qui est expert comptable, fondateur d'Expert Crypto, il se présentera juste après. Donc du coup, une thématique que j'avais envie de vous présenter pour cette fin d'année sur nos webinaires, les cryptos en cabinet. Donc, une compétence à acquérir, une nouvelle compétence, des opportunités. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Eh bien, on constate de plus en plus, depuis quelques années, que la crypto s'invite dans nos dossiers, soit les dossiers des particuliers, lorsqu'on fait les déclarations de revenus, les TPE, ou les Secure-IS. Donc, ça n'est vraiment plus anecdotique. C'est vrai que vous êtes nombreux à me poser des questions sur comment je m'organise, comment je peux me former sur cette thématique. Donc, du coup, on attaque. Aujourd'hui, on avait fait un webinaire que vous pouvez revoir en replay sur l'allocation crypto avec Pierre Diclot le mois dernier. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de métier de l'expert comptable sur ces aspects fiscaux, techniques, organisationnels. Du particulier qui investit quelques euros jusqu'à l'entreprise qui accepte les paiements en crypto, eh bien aujourd'hui, chaque profil pose des questions différentes. Pour le particulier, on pourrait dire effectivement que c'est relativement simple, c'est juste une question de plus-value. Le professionnel, une société à l'IS, ça va être peut-être un peu plus complexe. Anthony rentrera dans le détail pour cela. L'enjeu pour le cabinet, eh bien, déjà, c'est une compétence rare. De plus en plus de clients en société holding, notamment, ont pu faire des investissements en crypto, placement de trésorerie. Comment je maîtrise? Comment je maîtrise au sein du cabinet, puis je vais former au sein du cabinet pour répondre à cette contrainte comptable, fiscale, voire juridique, sur cet aspect-là. La facturation, bien sûr, on est sur un service premium. Aujourd'hui, les personnes qui vont chercher de l'allocation crypto, c'est un petit peu désaverti. Donc, du coup, ils peuvent accepter une facturation premium également. Et puis, on entend parler des wallets. Moi, je préfère les termes français. Donc, le portefeuille crypto, ce n'est pas un simple compte bancaire. C'est des échanges,
c'est des transferts internes, c'est des frais, c'est des rémunérations, des rendements. Comment tracer tout cela? Comment valoriser correctement? Et comment prouver à l'administration que les calculs sont justes? Eh ben, aujourd'hui, c'est un vrai défi opérationnel. Et puis, en tant qu'expert comptable, eh bien, je dois certes suivre la fiscalité, suivre la comptabilité, mais il y a toute cette lutte anti-blanchiment qui est rattachée à ce type de portefeuille de wallet. Comment ça fonctionne? Quelles peuvent être mes obligations en tant qu'expert comptable? Comment former mes collaborateurs? Et puis, comment avoir une lettre de mission adaptée pour ce type de profil de dossier? Quels outils d'automatisation, quelles méthodes structurées, quelle nomenclature, et puis la formation. Bah, concrètement, aujourd'hui, avec le programme que nous a concocté Anthony, bah, je crois qu'on va répondre à l'essentiel et avoir toutes les réponses. Donc, prêt à maîtriser cette compétence rare et précieuse, eh bien oui, on va laisser la parole à Anthony qui va se présenter et qui va rentrer dans le détail de ce programme du jour. Merci Fred pour cette invitation. Alors effectivement, je m'appelle Anthony Pisano, je suis expert comptable et j'ai fondé Expert Crypto. En effet, je me suis très rapidement intéressé au monde des cryptoactifs. C'est la raison pour laquelle j'ai fait même mon mémoire d'ex sur le sujet. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait très peu d'outils qui permettaient d'accompagner la profession de manière globale dans la mission de présentation des comptes détenant des cryptoactifs. C'est la raison pour laquelle je préside aujourd'hui Expert Crypto. Donc, vous l'aurez compris, le webinaire de ce jour ne portera pas sur on va dire de la formation théorique, de l'acculturation au terme des cryptoactifs. J'ai plutôt envie de vous montrer aujourd'hui une approche pratique, c'est-à-dire comment mettre en place la mission au sein du cabinet d'expertise comptable. Et donc, on le voit d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue commercial et aussi d'un point de vue technique. Donc, au programme de ce webinaire, on va voir pourquoi aborder les cryptoactifs en cabinet d'expertise comptable. Certes, effectivement, on voit que dans la société, les cryptoactifs s'installent comme un actif incontournable, mais maintenant, comment se présentent-ils pour nous en cabinet d'expertise comptable? On va voir aussi de ce fait donc, les différents profils clients crypto qui s'y présentent et comment devons-nous les traiter? Devons-nous tous les traiter? Devons-nous en sélectionner certains? On va voir aussi donc, la méthode opérationnelle. Une fois que j'ai sélectionné les clients que je voulais accompagner, que j'ai déterminé une approche commerciale, eh bien, comment, d'un point de vue technique, je vais pouvoir mettre tout en œuvre. Et donc, depuis la récupération du relevé des transactions auprès du client jusqu'à la présentation des comptes annuels. Et en petit bonus, comme on a beaucoup cette question qui revient sans cesse, on va voir s'il est possible de créer sa société avec un capital crypto. Alors, tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser des questions dans la section Q&R et on y répondra en fin de présentation. Alors, pourquoi aborder les cryptos en cabinet d'expertise comptable? Bien, effectivement, ça devient un actif vraiment incontournable. Et nous, en cabinet, on a remarqué qu'il pouvait se présenter, grosso modo, trois types de profils en cabinet. Le premier profil, c'est notre particulier. Donc, c'est le bon père de famille qui a choisi d'investir une partie de son épargne personnelle dans les cryptoactifs, que ce soit pour spéculer ou pour générer des rendements passifs. Donc, lorsqu'il spécule, c'est un investisseur qui est dit occasionnel au sens de l'administration fiscale. Est-ce qu'il est difficile de traiter ces dossiers? Eh bien, en apparence, non, puisque la règle est relativement simple. Nous la connaissons tous. C'est lorsque je en fait, convertis mes cryptos en fiat, en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie fiduciaire telle que l'euro ou le dollar, eh bien, mes plus-values sont imposées au PFU à 30% ou sur option au barème progressif. Jusqu'ici, la règle est relativement simple. Mais on va voir ensuite dans la présentation que la mise en œuvre est très complexe. Quand est-ce que nous, en cabinet d'expertise comptable, on va rencontrer cette mission? Généralement, ça se présente de la manière suivante. On vient de finir notre période fiscale, on attaque notre période donc, de déclaration d'impôt sur le revenu. Un client se rend compte qu'il a fait des plus-values au cours de l'année et nous demande de le traiter lors de la déclaration d'impôt. Donc, qu'est-ce qu'il est important pour nous en cabinet de maîtriser ce cas-là? On se retrouve avec une mise en œuvre complexe, avec des règles simples en apparence, mais par contre, en termes de fréquence, eh bien oui, on est susceptible de rencontrer ce dossier. Donc, oui, quand même, il est quand même important de maîtriser cette mission-là. Ensuite, le deuxième cas qui peut se présenter à nous, ce sont les structures alliées, où on va retrouver nos investisseurs professionnels, alors professionnels au sens de l'administration fiscale, qui, de par un faisceau d'indices, sont considérés comme professionnels et qui exercent en EI allière, et on va retrouver nos sociétés allières, nos sociétés semi-transparentes. Eh bien, c'est dans ce cas-là que les règles sont les plus complexes.
Effectivement, faut se remettre aussi dans le contexte. Donc, la technologie a évolué à une telle vitesse que l'administration fiscale n'a pas pu suivre aussi rapidement avec ces textes. Donc, on se retrouve avec des règles relativement complexes et avec des interprétations de textes, puisqu'on a parfois des décisions opposées sur le traitement fiscal d'un même sujet. Donc, la difficulté de traitement est relativement importante sur cette catégorie. Maintenant, est-ce qu'il est fréquent, nous, en cabinet d'expertise comptable, de rencontrer des structures allières qui investissent dans les cryptoactifs? Eh bien non, c'est quand même relativement peu fréquent. Mais déjà de par la composition de notre portefeuille de structures allières, et de par aussi l'activité. Donc, est-ce qu'il est important pour l'expert comptable? Ben, on se retrouve quand même relativement dans le cas le plus difficile à mettre en œuvre en cabinet, c'est-à-dire des règles complexes, des interprétations nombreuses, et par contre, une fréquence qui est relativement faible. Donc, effectivement, les efforts déployés pour mettre en œuvre cette mission vont être très importants pour finalement un résultat qui va être faible. Et ensuite, le troisième cas qu'on va rencontrer, et qui est de loin quand même le plus important à maîtriser pour nous, cabinet expertise comptable, ce sont les structures à l'IS. Dans les structures à l'IS, on va distinguer trois cas. On va avoir toujours la personne qui souhaite spéculer, sauf que, à contrario, elle n'utilise pas son épargne personnelle, mais elle va utiliser l'épargne qui se trouve dans la société. On retrouve aussi la personne qui souhaite encaisser des cryptos, donc le commerçant qui souhaite encaisser ses ventes, ou la profession libérale qui souhaite encaisser donc ses prestations de services. Et on retrouve aussi le professionnel crypto, c'est-à-dire la personne, la société dont l'activité principale concerne les cryptoactifs. Et donc là, en comparaison donc aux structures allières, les règles sont quand même relativement claires, puisqu'on revient sur des règles des structures à l'impôt sur les sociétés. Donc l'enjeu n'est pas sur la complexité des règles dans ce cas-là, mais plutôt sur le processus qui est mis en œuvre et sur les outils que vous choisissez pour réaliser votre mission. Est-ce qu'il est fréquent en cabinet d'expertise comptable de rencontrer ces cas-là? Bien sûr, les trois cas sont relativement fréquents. Et d'ailleurs, la plupart des besoins en crypto qui viennent à nous en cabinet d'expertise comptable pour des missions viables proviennent des structures à l'IS. Donc, c'est vraiment ce cas-là qu'il est le plus important de savoir maîtriser. Alors, on va beaucoup parler aussi des risques pour les cabinets parce qu'à chaque fois qu'on parle de crypto, on parle de risques et nous, en tant que professionnels qui mettons en jeu notre responsabilité, c'est une notion très importante. Le fait est que lorsque les risques sont par contre connus et maîtrisés, on ne parle plus de risque, mais on parle de points d'attention. Donc, il existe trois catégories principales de points d'attention, la technique, la fiscale et l'organisationnelle. D'un point de vue technique, donc c'est ce qui caractérise le cœur des cryptoactifs, on retrouve la liste des portefeuilles. Effectivement, lorsque vous traitez un dossier crypto, alors cette fois que ce soit pour le particulier, pour la société allière ou pour la société à l'IS, il va falloir que vous ayez l'exhaustivité des portefeuilles qui appartiennent soit à la personne physique, soit à la personne morale. Donc déjà, c'est un travail en amont qu'il faut mettre en œuvre. Ensuite, une fois que vous avez tous ces portefeuilles, il faut en obtenir les exports. Alors, soit votre outil vous permet, via des API, de récupérer automatiquement ces exports, soit il va falloir déterminer une méthode pour les récupérer avec le client et s'assurer que ces exports sont fiables. Une fois que vous avez ces exports, il va falloir les convertir, c'est-à-dire transformer ces exports en écriture comptable. Et pour ça, il va falloir à la fois que vous ayez un outil qui soit pertinent et à la fois que vous sachiez identifier les transactions. Par exemple, j'ai un encaissement crypto. Bon, mais d'où est-ce qu'il provient? Est-ce qu'il provient de récompenses, d'intérêts issus de rendements passifs? Est-ce que c'est un apport en compte courant? Est-ce que c'est un encaissement? Donc, ce sont toutes ces informations qu'il va falloir que nous, cabinet expertise comptable, soyons en capacité de valider. Et ensuite, il y a notre fameux devoir de conseil. Alors, le but, c'est de déterminer donc nous jusqu'où va notre obligation de moyens dans ce devoir de conseil et de circonscrire du coup notre mission. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais, moi, prendre en charge pour le client? Est-ce que je vais accompagner, par exemple, mon client pour le choix de sa plateforme? Ça me paraît évident que oui, déjà pour la simple et bonne raison que je ne vois pas comment on peut accompagner un client dans cette mission si c'est lui qui choisit sa plateforme et qu'on se rend compte que notre outil ne peut pas intégrer automatiquement via des API les transactions issues de cette plateforme. Ensuite, on peut conseiller aussi le client sur le choix des portefeuilles, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va stocker ses cryptos. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de conseiller à mon client, moi, expert comptable, d'investir dans les cryptoactifs? Est-ce que j'ai le droit de le conseiller sur les différentes allocations? Donc voilà, c'est tout ce travail qui va vous permettre donc de délimiter votre devoir de conseil et du coup de mettre en jeu votre responsabilité sur des domaines que vous maîtrisez assurément. Une fois que les points techniques sont réalisés, ensuite on passe au point fiscal. Donc on a vu dans la deuxième catégorie qui concernait donc les sociétés semi-transparentes et les entrepreneurs individuels qu'il était possible qu'il y ait des mauvaises interprétations des textes.
Eh bien ça, effectivement, c'est vous, en tant que professionnel, qui allez devoir trancher sur l'interprétation et prendre une position. Il y a aussi ce point d'attention de la valorisation incorrecte. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des transactions, on les fait en quantité de crypto. Lorsqu'on fait de la comptabilité, on la fait en euros. Donc, le pont entre les deux va forcément être de récupérer les cours des transactions à la date et à une certaine heure donnée. Donc, il va falloir cibler l'outil qui vous permettra de récupérer assurément la bonne valorisation. À noter qu'il n'existe pas un cours officiel des cryptoactifs. Chaque plateforme donne son cours. Bon, maintenant, il commence vraiment de plus en plus à être tous fiables, mais c'est un point d'attention à surveiller. Il y a aussi la conservation des éléments probants. On a pris par exemple l'exemple de la plateforme FTX, la plateforme américaine qui avait fermé subitement, où il était très difficile de récupérer les exports. Je vous laisse imaginer comment traiter une comptabilité pendant un an lorsque vous n'avez plus à disposition les exports. Donc il faut que votre outil, via des API, puisse récupérer de manière régulière et synchroniser les transactions, de sorte que même si la plateforme venait à fermer du jour au lendemain, vous soyez en capacité quand même de traiter la comptabilité. Et ensuite se pose bien sûr le point d'attention au niveau du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Que ce soit justifié ou pas, c'est pas le sujet. Nous, en tant que professionnels, c'est un dossier à risque au niveau du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Ça justifie que nous ayons une vigilance renforcée sur le sujet, que nous mettons du coup en œuvre des diligences. Donc, il va falloir mettre en place un questionnaire et mettre en place tout un processus qui permet donc de répondre à ce besoin. D'un point de vue organisationnel, il va falloir donc mettre en œuvre une lettre de mission adaptée. Et donc ça revient à la notion de devoir de conseil. Dans ma lettre de mission, c'est là où je vais circonscrire du coup mon obligation de moyens. Il va falloir aussi former les collaborateurs. Si vous voulez donc réaliser la mission en interne, bien sûr qu'il va falloir s'entourer d'outils, mais il va falloir aussi que vous ayez les personnes qui soient en capacité de répondre à ces besoins. Donc pour ça, on va voir qu'il existe grosso modo deux possibilités, mais c'est quand même une compétence à développer au sein de votre cabinet. Et ensuite, il va falloir segmenter les clients. Moi, je vous ai donné de ce fait dans la diapositive précédente ma position sur le sujet. Je trouve qu'il est d'abord plus facile de mettre en œuvre la mission au sein des sociétés à l'IS, mais c'est à vous ensuite, en cabinet d'expertise comptable, de déterminer quels clients vous souhaitez traiter et quels clients vous ne souhaitez pas traiter. Et ensuite, en découle aussi la tarification de la mission. On est sur une mission donc à forte valeur ajoutée. Pour la simple et bonne raison que la profession n'a pas encore pris le tournant du traitement des investissements en cryptoactifs. Donc, par le jeu de l'offre et de la demande, forcément, si vous vous mettez à proposer cette mission au sein de votre cabinet, ben, la question n'est pas est-ce que vous allez avoir des clients. Des clients, vous allez en avoir assurément. La question, c'est de savoir si vos honoraires vont vraiment être à la hauteur, vont vraiment vous permettre d'avoir une mission rentable. Et cela va vous permettre aussi de fidéliser vos clients. Vous savez que les clients pour lesquels vous traitez les cryptoactifs, forcément, vont vous être fidèles puisque vous répondez à un besoin que peu de cabinets savent répondre. Donc l'enjeu n'est pas de mettre en œuvre la mission, mais plutôt de cibler les clients à accompagner. Et donc là se pose donc la question de quels sont les profils clients à accompagner. Et pour cela, ben, il faut que vous sachiez identifier les différents profils clients et les traitements en cabinet qui en découlent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les trois cas que nous avons vus au début, notre particulier, notre bon père de famille, notre société à l'IR, très difficile à gérer, et notre société à l'IS, afin que je vous explique clairement les différents avantages, inconvénients et les conséquences de traitement qui en découlent, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis de savoir ce que vous mettez en œuvre ou pas dans votre cabinet d'expertise comptable. Donc, on commence avec notre particulier. Donc, notre particulier, notre bon père de famille qui a choisi d'investir une partie de ses économies sur du Bitcoin, il est considéré comme un investisseur occasionnel au niveau de l'administration fiscale et donc toute son activité est régie par l'article 150 VH bis du CGI, c'est-à-dire lorsque je convertis en fiat, eh bien, je suis imposé sur ma plus-value, sur la flat tax ou sur option au barème progressif. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on va voir ensemble tous les petits points qui font que la mise en œuvre de la mission est très complexe. Le premier, c'est la liste des portefeuilles. On est sur un particulier. Un particulier, c'est par définition quelqu'un qui aime tester. Quelqu'un qui aime tester, vous verrez, vous pouvez poser la question aux différents particuliers qui s'intéressent aux cryptos. Ils ont forcément utilisé plusieurs plateformes, plusieurs portefeuilles, et quelquefois, ils ont même oublié de certains portefeuilles dans lesquels ils ont mis des fonds. Donc la liste des portefeuilles, déjà, c'est quand même une tâche pas évidente pour l'établir avec le client.
Ensuite, il y a donc le remplissage des CERFA mis à disposition par l'administration fiscale, le 3916, donc celui pour les comptes à l'étranger, qu'on connaît maintenant à peu près tous et qui est relativement simple à remplir. Et par contre, le 2086, c'est le CERFA relatif donc aux plus-values. C'est le CERFA que vous pouvez retrouver sur la droite de la diapositive. Et bien sur ce CERFA, déjà, vous pouvez remarquer dans un premier temps, il faut remplir une colonne par session. Et je vous laisse imaginer un particulier combien de sessions il peut faire. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre sur ce serpent, c'est que la plus-value n'est pas calculée comme nous avons l'habitude, nous, en tant qu'experts comptables, c'est-à-dire ma valeur vénale, la valeur du prix de vente, moins la valeur d'acquisition. Non, là, ce que j'impose finalement, c'est une quote-part de mon portefeuille par rapport à la valeur vénale de mon portefeuille et à la valeur d'acquisition. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, tout ça pour vous dire qu'il est impossible manuellement de calculer les cessions d'un particulier. Donc, c'est vraiment un CERFA qui est très compliqué à remplir et pour lequel il faut s'entourer d'un outil. Ensuite, il faut savoir aussi si mon client exerce sur plateforme centralisée ou plateforme décentralisée. En fonction, ce n'est pas que la nature de la mission est totalement différente, c'est que mon organisation va forcément varier pour récupérer les différentes transactions. Il va aussi falloir que j'identifie la nature des flux. Il faut que je m'assure que mon client donc particulier n'exerce que des achats-reventes, qu'il n'ait pas eu au milieu des revenus de minage, des revenus de stacking, et ensuite, sinon, s'il les a eu, ben, dans quelle proportion pour pouvoir adapter finalement ma déclaration. Se pose aussi la question de l'origine des fonds. C'est-à-dire que quand je suis en société, j'ai quand même des partenaires, notamment les banques, qui m'aident dans la provenance des fonds pour les identifier. Là, quand je suis face à un particulier, ben, je dois quand même redoubler de vigilance. Donc, j'ai quand même ces diligences à remplir aussi. Généralement, le particulier, du fait que ce soit quelqu'un qui aime tester, il va avoir des volumes importants. Il va tester à droite, à gauche, des volumes importants et souvent pour des sommes pas très importantes. Donc, va aussi se poser la question de la valorisation des honoraires. Si la mission est subie, vous aurez de la frustration des deux côtés. De la frustration pour le particulier, parce que lui, il ne s'attendait pas à payer des honoraires supplémentaires sur sa déclaration d'impôt sous prétexte qu'il s'est amusé, entre guillemets, avec des cryptoactifs et de la frustration pour vous, cabinet d'expertise comptable, parce que cette mission, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit aussi complexe. Donc, vous ne pouvez pas facturer finalement tout le temps que vous avez passé. Vous allez facturer simplement un petit peu, histoire de couvrir votre mission. Et ce petit peu sera le trop facturé aux yeux du client. Donc, c'est là où il va vraiment y avoir un problème au niveau de la valorisation. Et ensuite, il vous faut un outil adapté. Alors, sur le marché, il existe des outils. Il y en a un qui a quasiment le monopole. Maintenant, je vous laisse vous poser la question, vous en tant qu'expert comptable, et ça pour le coup c'est une réflexion personnelle, c'est que vous allez être dans des cas où vous ne pourrez pas vérifier les calculs qui ont été faits par le logiciel, puisqu'ils sont à la fois trop nombreux et à la fois trop complexes. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que vous seriez d'accord de mettre en jeu votre responsabilité pour un logiciel sur lequel vous ne pouvez pas vérifier si le logiciel a fait le bon traitement. Voilà. Je reste sur cette réflexion. Et ce qu'il faut que vous reteniez de ce cas-là, c'est une règle simple en apparence, mais une mise en œuvre complexe. Ensuite, le deuxième cas que je vais retrouver, c'est mes fameux entrepreneurs individuels et mes sociétés semi-transparentes. Alors, pour l'entrepreneur individuel, la première question qui se pose, c'est le principe d'affectation professionnelle. C'est-à-dire que est-ce que les cryptos sont vraiment essentiels, sont vraiment utiles à mon activité professionnelle? Si elles ne le sont pas, elles n'ont pas à figurer à l'actif. Et dans ce cas-là, je retombe dans mon premier cas. Ensuite, s'apprécie le caractère aux yeux de l'administration fiscale, donc de par un faisceau d'indices, hein, ce n'est pas un seul critère qui permet de le déterminer, mais de l'activité si elle est réalisée de manière occasionnelle, habituelle ou professionnelle. En fonction de ces critères-là, eh bien, je ne vais pas là aussi rentrer dans le détail parce qu'un webinaire entier pourrait être consacré à ce cas-là. Et c'est vraiment là où on retrouve toute la complexité des règles fiscales des cryptoactifs. Et c'est souvent dans ces cas-là que les personnes se perdent et qu'on en vient à la conclusion d'un webinaire en disant, ben non, c'est trop compliqué, j'en reste là. Non, il faut juste quand même comprendre que c'est dans ce cas-là spécifique des sociétés semi-transparentes et des entrepreneurs individuels que les règles sont complexes. Complexes pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs critères qui déterminent la nature des revenus de mon activité, si je dois déclarer en BNC, en BIC, en pro, en non-pro. Est-ce que mes activités sont interdépendantes? Est-ce qu'elles sont au contraire totalement, comment dire, est-ce qu'elles sont liées ou est-ce qu'elles sont totalement indépendantes les unes des autres? Et donc, c'est toute cette, on va dire, cette nébuleuse, ces critères-là, qui vont donc changer des éléments sur sur ma comptabilité et ma fiscalité. Voilà.
Il faut aussi savoir que le caractère habituel et professionnel de chaque associé doit être analysé, ce qui encore complexifie ma mission. Et ensuite, petit aparté, les cryptoactifs ne sont pas des instruments financiers. Ça, c'est très important de se le garder en tête d'un point de vue juridique. Ce sont des actifs numériques. Les actifs numériques sont des biens meubles incorporels. Or, l'achat-revente de biens meubles incorporels est considéré donc par le Code du commerce comme une activité commerciale. Bien, je vous laisse vous poser la question des conséquences d'une activité commerciale sur des sociétés civiles qui sont quand même des sociétés que nous rencontrons souvent dans le cas des sociétés semi-transparentes. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est important dans ce cas-là, c'est des erreurs qui sont souvent faites, c'est de ne pas confondre les faits générateurs qui sont réalisés dans cette catégorie et celui régi par l'article 150 VH bis. L'article 150 VH bis n'a qu'un seul fait générateur, c'est lorsque je convertis en fiat. Ça, c'est le cas du particulier. Maintenant, quand je suis entrepreneur individuel ou société semi-transparente, moi, j'ai un fait générateur à chaque fois que je fais une cession à titre onéreux. Donc, lorsque je convertis mes cryptos en d'autres cryptos, eh bien, le fait générateur tombe et je dois constater une plus ou moins value. Et ensuite, on retrouve aussi nos fameuses interprétations fiscales. Et là, je vous ai mis le cas du minage, où le BOFIP, dans la référence citée ci-dessous, nous dit que mes revenus du minage doivent être taxés lors de la cession, sur la totalité du prix de vente. Donc, on se remet dans le contexte. J'ai mon client qui a acquis donc des revenus de minage, et le BOFIP me dit, mais non, tu les taxeras que quand il les cédera. Sous-entendu, on considère que les revenus de minage sont acquis à titre gratuit et ne seront imposés que sur la totalité que lors de la cession. Mais ce qui est complètement aberrant d'un point de vue économique, parce que j'ai eu des revenus de ménage, je dois être imposé sur mes revenus de ménage le jour où j'encaisse mes revenus de ménage, et ensuite, si moi je continue à spéculer avec mes revenus de ménage jusqu'à une certaine session prochaine, eh bien je dois constater une plus ou moins value sur la différence entre le jour où je vais vendre mes revenus de ménage et le cours au moment duquel j'ai encaissé mes revenus de minage. Voilà. Donc, de par tous ces critères, on se rend compte que les cas sont vraiment complexes. Ce n'est pas totalement abandonné parce que c'est ce qui fait la richesse aussi de la comptabilité, de la fiscalité et de notre métier. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, la mise en œuvre de cette mission au sein du cabinet est particulièrement complexe. Ce sont des cas qui sont très difficilement délégables et il faut une certaine appétence, que ce soit envers le monde des cryptoactifs ou envers la fiscalité. De plus, ce sont des cas où il est quand même relativement difficile d'évaluer les honoraires parce que, on le sait tous, ces cas-là ne sont pas les personnes qui présentent les budgets les plus importants. Les entrepreneurs individuels et les sociétés semi-transparentes ont généralement, hein, attention, après sauf cas exceptionnel, moins de budget que les sociétés à l'IS, que nous allons voir juste après. Donc, nous avons vu le particulier, nous avons vu entrepreneur et société à l'IR. Maintenant, penchons-nous sur les sociétés à l'IS. Et dans les sociétés à l'IS, eh bien, il y a encore une subdivision entre le fait que mes cryptos soient considérés comme un jeton utilitaire ou un jeton non utilitaire. Donc, la première définition, c'est la définition de la cryptosphère, c'est-à-dire que dans l'environnement crypto, qu'est-ce qu'un jeton utilitaire? Un jeton utilitaire, c'est un jeton qui nous permet d'avoir une prestation de service. Je donne un exemple. Nous, cabinet expertise comptable, décidons d'acheter des cryptos qui nous permettent d'accéder à une vente aux enchères pour des œuvres d'art. Peu importe. C'est un jeton qui est dit utilitaire au niveau de la cryptosphère puisqu'il il permet d'accéder, donc d'avoir une certaine prestation de service. L'ANC, par contre, a une définition tout autre. Pour l'ANC, les jetons, ils sont dits utilitaires si et seulement si, donc on est sur un critère quand même qui est très restrictif, ils présentent une utilité dans l'activité principale de la société. Moi, cabinet expertise comptable, ce n'est pas mon activité principale. Donc, bien que ce soit un jeton utilitaire au sens de la cryptosphère, au sens de nous, experts comptables, c'est un jeton non utilitaire. Il est très important de distinguer ça dès le début parce que le traitement comptable change totalement en fonction de la qualification des jetons. Attention, dans 90% des cas, voire 95%, vous rencontrerez toujours des jetons non utilitaires. Mais c'est quand même un critère sur lequel il faut que vous vous penchiez. Donc, si c'est des jetons non utilitaires, que je sois un investisseur qui investit à du spéculatif ou que je sois quelqu'un qui cherche à encaisser en cryptoactif mes prestations de services ou mes ventes, les cryptos sont des instruments de trésorerie pour moi. Et les instruments de trésorerie, pour les jetons numériques, sont comptabilisés dans le compte 522. Donc maintenant que j'ai vu que je me dirigeais vers les sociétés à l'IS dans le cas des jetons non utilitaires, eh bien je retrouve deux cas. Le cas de l'investisseur et le cas du commerce. Donc commençons par le cas de l'investisseur. Mon investisseur, il va avoir plusieurs stratégies. Il est très important pour nous, cabinet, de déterminer la stratégie de notre client. Non pas cette fois comme critère restrictif pour savoir si on accepte ou pas le dossier,
mais pour nous organiser en interne. Je m'explique. Je prends le cas du trader. Un trader, donc, c'est une personne qui fait de l'achat-revente de cryptoactifs de manière à haute fréquence. Et donc, dans son dossier, mécaniquement, je vais avoir énormément de transactions. On a aussi la stratégie de hold. Le hold, par contre, c'est la personne qui acquiert des cryptoactifs de manière régulière et sur le long terme. Donc, il va avoir un flux, un nombre de transactions beaucoup moins important. Eh bien, il est quand même important pour moi de savoir si mon client fait du trading ou du hold. Sinon, je n'ai pas savoir à quoi m'attendre quand je vais ouvrir la comptabilité. Là, s'il fait du trading et que je vois qu'il a 10 000 transactions, ça ne me choquera pas. Par contre, s'il fait du hold et que je vois qu'il a 10 000 transactions, là, je peux me poser des questions. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître la stratégie du client et de la noter dans le dossier et que ça fasse partie en fait de l'organisation du dossier. On peut retrouver aussi d'autres stratégies comme le minage, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une puissance de calcul en contrepartie de quoi je vais sécuriser ma blockchain et du coup en contrepartie, on va me rémunérer en crypto. J'ai aussi le lending qui n'est autre que le prêt de cryptoactifs en contrepartie duquel je reçois des intérêts. Donc on est sur du rendement passif, etc. Donc, c'est des missions qui sont différentes, mais en fait, la chance qu'on a, et c'est là-dessus vraiment que je veux appuyer le webinaire, la chance qu'on a sur les structures à l'IS, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la stratégie du client, et c'est justement la différence par rapport aux structures semi-transparentes ou aux entrepreneurs individuels à l'IR, c'est que dans tous les cas, mes plus-values vont être gérées au CNEP ou au PEPS, et mes plus ou moins-values vont être imposées donc, à l'IS. Donc, j'ai quand même une certaine stabilité juridique et fiscale pour toutes les activités qui se trouvent en société à l'IS. Ce qui génère en fait une activité beaucoup plus rentable, puisque mécaniquement, je vais déployer moins d'efforts pour toucher beaucoup plus de clients, avec une complexité beaucoup moins importante, donc une délégation plus facile. Donc, mon investisseur, voici le schéma qu'on va retrouver. Mon investisseur va investir des euros, donc je vais voir partir un flux sortant de sa banque dans une plateforme d'investissement, dans l'exemple de Binance. Il va ensuite convertir ces euros contre des cryptos, et ensuite des cryptos contre des cryptos. Enfin, il va faire sa stratégie, son activité dans les différentes plateformes d'investissement. Ensuite, l'outil que vous aurez comme expert crypto va récupérer automatiquement les transactions depuis les plateformes, va les pré-traiter comptablement. Vous, expert comptable, vous les validerez et ensuite vous les intégrerez, ces transactions crypto, enfin, ces écritures comptables issues de la crypto, dans votre comptabilité générale. Et le schéma est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que de plus en plus, dans ce cas-là, de la société à l'IS, ce n'est pas tant la complexité de la mission qui compte, mais plutôt l'organisation et les outils que vous allez utiliser. Ça, c'était pour mon investisseur. Ensuite, j'ai mon commerçant. Donc, le commerçant, déjà, c'est une personne qui ne souhaite pas spéculer sur les cryptoactifs. A priori, hein, dans un premier temps, hein. Lui, il ne cherche pas à générer des rendements, il ne cherche pas à spéculer. Lui, s'il le fait, s'il encaisse des ventes ou des prestations en crypto, c'est pour avoir un élément de différenciation pour ses clients ou pour faciliter les paiements dans certains cas, mais dans des situations relativement restreintes. Donc, après, par contre, s'il souhaite lui spéculer, là, c'est autre chose et il remet sa casquette d'investisseur. Mais si je prends vraiment le cas pur et dur du commerçant, c'est un élément de différenciation, une facilitation pour faciliter ses encaissements. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que sa base taxable, que ce soit son chiffre d'affaires ou que ce soit sa TVA, sera imposée au cours du jour en fonction de ce qu'il aura saisi dans son Z de caisse. Prenons l'exemple d'un commerçant qui vend une bague à 1500 euros et qui reçoit du coup 0,5 Ether parce que l'Ether est au cours donc de 3000 euros. Eh bien lui, il va être imposé sur le hors-taxe de 2500 euros et il va devoir reverser la TVA sur sa vente, peu importe la variation future qu'il y aura au niveau du cours. Donc, en tant qu'expert comptable, vous avez quand même là un devoir de conseil de dire à votre client, mais tu ne peux pas continuer à spéculer sur une base sur laquelle tu vas être taxé et sur la TVA que tu dois reverser. Il paraît impensable de rester en Ether, sachant que l'Ether peut perdre 20% de sa valeur en une journée, on l'a déjà vu, et se retrouver ensuite en fin de mois à devoir payer la TVA et en fin d'année à devoir payer l'IS. Donc, il faut quand même s'entourer d'un outil qui permette une conversion automatique en stablecoin. Libre ensuite au commerçant, lui, de dire non, mais moi, je veux retourner dans de la volatilité pour tout ou partie de mes encaissements. Et là, il remet sa casquette d'investisseur et on revient à la slide précédente. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un commerçant, il va forcément avoir plusieurs portefeuilles. Un portefeuille pour encaisser, un portefeuille pour spéculer, parce que généralement, il spécule un petit peu, et un portefeuille
pour conserver des cryptoactifs. Donc, il faut là aussi établir la liste des portefeuilles et surtout établir un schéma des flux. Ce schéma des flux, il vous permettra plusieurs choses. Il vous permettra de déléguer plus facilement la mission pour le collaborateur, pour qu'il puisse avoir une vision. Il vous permettra aussi de documenter votre dossier de lutte anti-blanchiment pour bien vérifier que les flux sont cohérents et que tout concorde lorsque vous allez réaliser la mission de présentation des comptes. Et donc là, plus que jamais, pour le commerçant, vous devez avoir les outils nécessaires, principalement deux. Un outil qui permet de traiter les transactions crypto en écriture comptable, ça, et tout comme l'investisseur. Et par contre, un outil qui lui permet d'encaisser sereinement ces encaissements en crypto, généralement via un QR code, et qui permet de les convertir automatiquement en stablecoin. Et donc là, on retrouve le schéma du commerçant qui est quand même un peu plus complet que le schéma de l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante qui vient se rajouter, qui est notamment celle du Z de caisse. Donc là, on reprend notre exemple. On a notre commerçant qui vend sa bague à 1500 euros. Donc il va saisir dans son Z de caisse, donc dans un 511 crypto, l'encaissement de ces 1500 euros. En contrepartie, le client va lui verser 0,5 Ether. Il va utiliser une plateforme telle que Vancelian. Vancelian va recevoir ces 0,5 Ether et automatiquement, dans la seconde, va les convertir en stablecoin en euros. Le logiciel, comme expert crypto, va récupérer automatiquement ces transactions, va les traiter, et l'expert comptable va pouvoir intégrer ces écritures comptables issues de la crypto dans sa comptabilité générale. Et ensuite, eh bien, l'expert comptable va faire un rapprochement entre le Z de caisse qui a été saisi au niveau du 511 crypto et les écritures qui sont issues du logiciel expert crypto avec le 511. Maintenant qu'on a vu la mise en place d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue commercial, on va voir d'un point de vue technique comment est-ce qu'à partir du relevé des transactions, on peut arriver à la mission de présentation des comptes annuels. Alors, tout d'abord, il y a des étapes préparatoires. On va les revoir ensemble. Il faut d'abord identifier la nature du dossier. Effectivement, tout à l'heure, on a vu notre arborescence de clients qui pouvaient se présenter au cabinet. Donc, on a vu particulier, société IR, société IS. On a choisi la société IS. Dans les sociétés IS, jetons utilitaire, 5% des cas. Jetons non utilitaire, 95% des cas. Et ensuite, dans les jetons non utilitaires, notre commerçant et notre investisseur. Donc, toutes ces informations, il faut bien les avoir en tête quand le client va venir vous voir. Un client qui vient vous voir directement en vous disant est-ce que vous traitez les cryptos? Ça ne veut absolument rien dire. Fabrice Sovrard, expert comptable spécialisé dans les cryptoactifs, répondait à chaque fois est-ce que vous traitez les euros? C'est pour vous expliquer en fait la pertinence de cette question. Oui, je traite les cryptos, et dans les cryptos, je traite quoi? Moi, je traite les sociétés à l'IS, je tourne en utilitaire pour les investisseurs ou commerçants. Quel est votre besoin? Voilà. Et ensuite, quelle est votre stratégie? Non pas pour savoir si cette fois-ci je vais vous prendre ou pas, mais c'est pour m'organiser en interne. Une fois que le client vous a fourni ces informations, vous pouvez récupérer les infos auprès du client, notamment l'inventaire des portefeuilles, on l'a vu ensemble. Les caractéristiques propres à chacun, est-ce que votre portefeuille est centralisé? Est-ce qu'il est décentralisé? S'il est décentralisé, les adresses publiques et l'élaboration du schéma des flux dont on a parlé précédemment. Ensuite, vous en interne, il faut que vous mettiez en place donc une équipe qui va pouvoir être capable de traiter ces dossiers crypto. Alors ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez d'avoir la ressource en interne, et dans ce cas-là, il y a une nécessité de formation, et vous aurez grosso modo deux possibilités. La première, c'est de former tout le cabinet parce que vous aimeriez que chaque collaborateur ait une continuité sur le dossier. Donc, vous estimez qu'il faut que cette ressource soit présente dans tout le cabinet. Soit au contraire, vous voulez mettre en place un pôle crypto, et dans ce cas-là, vous allez former une personne dédiée à cela qui va traiter tous les dossiers, enfin toute la partie crypto des dossiers du cabinet. Soit au contraire, vous ne voulez pas que la ressource soit en interne, et dans ce cas-là, vous souhaitez déléguer la mission à un sous-traitant qui est spécialisé dans le traitement des cryptoactifs. Une fois que vous avez déterminé ce point organisationnel, il vous reste à traiter le point commercial. Combien est-ce que je facture? Est-ce que je facture selon une volumétrie? Et ça ne me paraîtrait pas normal de facturer selon une volumétrie. Pourquoi? Parce que, revenons à notre cas du trader, le trader, il a 10 000 transactions. Pour autant, votre outil doit vous permettre d'automatiser le traitement de ces transactions. Donc, il serait injuste pour lui et non justifié de le facturer au nombre de transactions. De la même manière, la personne qui hodl et qui n'a que très peu de transactions, ben, il ne serait pas normal pour le cabinet de la sous-facturer sous prétexte qu'elle a peu de transactions. Ce que vous vendez, c'est une mission à forte valeur ajoutée. Donc, c'est une mission que très peu de cabinets mettent en œuvre. Et donc, ce que vous vendez, c'est
un service, c'est quelque chose que vous venez répondre à un besoin. Donc, je ne vois pas comment vous pourriez facturer autrement qu'au forfait. Ensuite, il faut collecter les transactions en cryptoactifs. Donc ça, c'est en fonction du logiciel que vous allez utiliser, qui va vous permettre de connecter les transactions, soit en API automatiquement, soit par export transmis par le client. Donc là aussi, il faut faire très attention. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est vous qui avez l'ascendant sur le marché par rapport au jeu de l'offre et de la demande. Le client, quand il vient vous voir, au bout d'un moment, c'est à vous de mener la mission de A à Z. Et donc, d'accompagner le client dans le choix des plateformes, déjà parce que votre outil vous permettra de récupérer les transactions sur certaines plateformes et pas d'autres. Donc ça, c'est pour le bon déroulement de votre mission, mais aussi pour la sécurité de votre client. Je vais t'aider à choisir telle plateforme parce que ben, déjà, je peux récupérer moi automatiquement les flux. Ça, c'est une chose, c'est pour moi, mais aussi pour toi parce que cette plateforme, elle est agréée par l'AMF et cette plateforme, elle a son siège qui n'est pas dans un pays exotique. Donc, on sait que même s'il arrive quoi que ce soit, on sera toujours en capacité de t'aider. Donc voilà, ça, c'est une composante de l'obligation de conseil qui me semble importante que le cabinet intègre dans sa mission. Et ensuite, il faut être en capacité de pouvoir reconstituer et retraiter les opérations pour pouvoir les convertir en écriture comptable. Donc, sur cette slide, je vous ai mis en bas tous les éléments qui sont nécessaires pour qu'à partir d'une transaction, on puisse donc arriver aux écritures comptables. Vous verrez, il y en a beaucoup. Les exports sont souvent incomplets de la part des plateformes, et notamment le cours. Il est très difficile de récupérer le cours. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir le récupérer sur chaque crypto à une date et une heure précise donnée au regard de la volatilité du marché. Donc j'aime autant vous dire que de manière manuelle, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce sera faux. C'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, récupérer les cours, c'est très compliqué. Ensuite, il va falloir tenir des tableaux de stock, que ce soit au CMUP ou au PEPS, c'est aussi très compliqué. Et troisièmement, ça ne vous servira à rien parce que le temps que vous passerez sur le dossier, vous ne pourrez jamais le refacturer tellement la mission est chronophage quand elle est réalisée manuellement. Une fois que ces étapes sont réalisées, je vais pouvoir donc traiter comptablement, donc via bien sûr l'outil que vous allez utiliser, et ce de manière automatique, mais il est important quand même que vous connaissiez les schémas comptables, et donc je vais pouvoir traiter comptablement mes dossiers. Donc là, vous avez à l'écran le traitement comptable à l'IS pour le cas de l'achat-revente en crypto, le cas le plus fréquent que vous rencontrerez, et ce de manière générale dans toutes les stratégies. Il y a toujours de l'achat-revente de crypto. Donc voyons chaque étape ensemble. Dans un premier temps, vous allez avoir un flux sortant de la banque traditionnelle de votre client. Donc, vous allez créditer le 512 et il va venir déposer donc sur une plateforme crypto des fiat, c'est-à-dire des euros, des dollars. Et donc, on va venir débiter un compte 517. Pourquoi un compte 517? Parce que la plateforme a un statut de banque et donc c'est un compte 517. Bien sûr, des frais peuvent être appliqués. On utilisera alors un compte 627 pour ces frais. Ensuite, grâce à ces fiat qui se trouvent donc sur la plateforme, il va pouvoir acheter des cryptos. Donc, on va venir créditer cette fois notre compte de fiat, notre 517, et on va venir débiter notre compte 522 de jetons détenus. Et on va aussi payer des frais. Il y aura toujours du 627. De toute façon, vous pourrez le voir de manière générale. Dans toute transaction, vous avez des frais. Que vous exerciez sur blockchain, dans ce cas-là, ce sera payé avec le coin de la blockchain, Bitcoin pour Bitcoin, Ether pour Ethereum, etc. Ou que ce soit sur plateforme. Et dans ce cas-là, sur plateforme, ben, chaque plateforme a ses propres règles. D'accord? Une fois que j'ai acheté mes cryptos, donc j'ai mon compte 522 qui est débité, le client a plusieurs possibilités. Soit il décide de rester sur la plateforme parce qu'il estime qu'elle est assez sécurisée, soit il va la transférer vers un autre portefeuille pour justement sécuriser la conservation de ses cryptoactifs et notamment sur portefeuille matériel tel que Ledger. Quand il transfère vers un autre portefeuille, qui appartient toujours à la société, hein, c'est très important, on fait ce qu'on appelle un inter-wallet, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un virement interne. Donc je transite par un compte 580. À noter, l'inter-wallet n'est pas un fait générateur d'imposition. Je ne modifie pas mon CMUP ou mon PEPS parce que je fais un inter-wallet. Je transite juste d'un compte à l'autre. Donc ça ne modifie pas mes stocks. Donc je vais juste créditer mon 522, passer par un 580 et repartir dans l'autre sens. D'accord? Ça ne change rien. Ensuite, j'arrive à la clôture. À la clôture, je dois passer mes OD d'inventaire. Donc, qu'est-ce que je peux constater? Bien, j'ai deux situations. Soit le cours de clôture est supérieur au cours d'achat, et dans ce cas-là, forcément, j'ai un gain latent que je vais constater en 478,7.
soit mon cours de clôture est inférieur au cours d'achat. Alors, quand je dis cours d'achat, c'est CMUP ou PEPS, hein, mais peu importe. Et dans ce cas-là, je vais constater un 478,6. Si mes pertes latentes sont supérieures à mes gains latents, eh bien, je peux constater une provision pour risque, dont nous verrons la déductibilité fiscale dans la diapositive après. Ensuite arrive l'ouverture du bilan N+1, où là, je vais extourner mes écritures. Et puis, je vais décider à une certaine période de l'année, ou peut-être plus tard, de vendre mes cryptoactifs. Lorsque je cède mes cryptoactifs, eh bien, moi, je vais créditer mon 522 pour la valeur comptable, d'accord, au CMUP ou au PEPS, et je vais venir débiter, alors soit un 517 si je repasse en fiat, soit un 522 si je convertis en une autre crypto, du Bitcoin en Ether par exemple. Ce 517 ou 522 va être débité forcément pour la valeur au cours du jour. Et la différence entre la valeur comptable et la valeur au cours du jour va me faire constater, moi, une plus ou moins value. D'accord? Mais là, même quand je fais mon échange crypto-crypto, je dois constater une plus ou moins value. Je suis en société AliES, attention à ne pas confondre avec mon régime des particuliers. Et donc, je constate à 766 si jamais j'ai réalisé une plus-value, ou à 666 si jamais j'ai réalisé une moins-value. Donc, vous voyez, dans ce schéma, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on comprend le schéma d'écriture, il n'y a aucun problème pour qu'un expert comptable ou un collaborateur confirmé puisse mener à bien cette mission. Et c'est là qu'on comprend tout l'enjeu. En fait, cette mission repose seulement sur de l'organisation et de savoir s'entourer des bons outils, mais en aucun cas dans de la complexité fiscale ou comptable. Maintenant, voyons le cas du commerçant. Alors, le commerçant, bien sûr, qui va lui aussi avoir un peu le même schéma d'écriture que ce qu'on retrouve dans l'achat-revente de crypto, parce qu'il va forcément le faire, mais il va avoir des écritures qui lui sont propres, notamment la saisie dans le Z de caisse. Donc, il va saisir forcément dans un compte 511 crypto son montant TTC de sa vente. Dans son 707, il va saisir son montant hors taxe. Et dans son 447.7.1, il va saisir la TVA de son bijou, par exemple, pour revenir à l'exemple précédent. Ensuite, mon client, enfin, le client final, le client de mon client va du coup le payer, il va lui verser ses 0,5 Ether. Ces 0,5 Ether vont générer l'écriture suivante, un 522 pour l'encaissement de la crypto et un 511 pour l'encaissement crypto. Ça, c'est donc ce qui va être issu de votre logiciel tel qu'Expert Crypto. Et ensuite, automatiquement, et ça c'est ce que je préconise, il va y avoir une conversion en stablecoin où les 0,5 Ether vont être convertis en un stablecoin, EUROC, USDT, etc. Au niveau de la conversion, là, bien sûr, vous pouvez voir, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi j'ai pas de plus ou moins value? Bien sûr qu'il y a une plus ou moins value. Seulement, on est tellement parti dans le principe que que la conversion en stablecoin se faisait de manière rapide, c'est-à-dire en quelques secondes, que le cours n'a pas vraiment le temps d'évoluer. Et donc, c'est pour ça que dans l'écriture, j'ai négligé la plus ou moins value par hypothèse simplificatrice. Mais bien sûr qu'il y a une plus ou moins value à constater. Passons maintenant au traitement fiscal. Donc, d'un point de vue de la provision pour risque que nous avons vu à la clôture, donc la déductibilité de la provision pour risque repose sur l'article 39 du CGI qui nous dit qu'une provision pour risque est déductible si elle est dite probable. Bon, on va prendre un exemple concret. J'achète un Bitcoin à 100 000 euros et au moment de la clôture, le Bitcoin ne vaut plus que 70 000 euros. J'ai acheté que ça. Donc, j'ai une moins-value latente de 30 000 et je peux constater donc ma provision pour risque comptable de 30 000 euros. Maintenant, est-ce que je peux la déduire fiscalement? Eh bien, est-ce qu'il est probable que mon Bitcoin, est-ce que ma provision est probable, sachant que d'ici 2 semaines, le Bitcoin peut valoir 120 000 au regard de la volatilité du marché? Eh ben, c'est un peu toute la question qui se pose. Donc à ça, on a quand même des réponses. C'est soit vous prenez la position de ne pas déduire, et bon, attention au détriment de votre client, soit vous prenez la position de déduire, et dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est de le mentionner, c'est de faire une mention express pour agir en transparence avec l'administration fiscale, soit si vous en apercevez avant la date de clôture, d'où l'importance d'avoir un logiciel qui vous permet de traiter en temps et en heure les cryptos. Et bien dans ce cas-là, c'est de pouvoir conseiller votre client de transformer cette moins-value latente en une vraie moins-value. C'est-à-dire qu'un peu avant la clôture, vous allez lui dire, eh ben, ton Bitcoin, convertis-le en stablecoin et repasse-le en Bitcoin très rapidement, de sorte à ce que la moins-value latente soit vraiment traduite en une vraie moins-value. Dans ce cas-là, il y aura une charge et la question de la provision pour risque ne se posera plus. D'accord? Donc, c'est vraiment important de pouvoir conseiller son client à ce niveau-là, ce qui va vous permettre d'avoir une approche plus conseil que production là aussi.
Ensuite, il y a la fiscalité des plus-values. Bien sûr qu'elles sont imposées à l'impôt sur les sociétés. Donc, votre client, s'il a une activité à côté, il va avoir son résultat fiscal pour son activité, auquel va s'ajouter donc les fiscalités relatives à ces plus-values. Concernant la position au regard de la TVA, ben, on a deux décisions qui exonèrent les échanges de cryptoactifs de TVA. Donc, ce côté-là, il est balayé. Il y a aussi les retraitements extra-comptables. Donc ça, c'est l'article 38 du CGI qui concerne donc les instruments financiers où il y a les fameux retraitements extra-comptables que nous connaissons tous avec les gains latents et les pertes latentes. Eh bien, là aussi, on revient sur la qualification juridique des actifs numériques où, de ce fait, les cryptoactifs ne sont pas des instruments financiers et donc ne sont pas concernés par ces retraitements extra-comptables. Donc, dans le cas des sociétés à l'IS, vous n'avez pas de retraitement extra-comptable. Et ensuite, il y a, enfin, sauf la déductibilité de la provision pour risque si vous décidez de ne pas la déduire. Et ça, c'est une position à prendre. Et ensuite, il y a les informations à mentionner en annexe comptable. Effectivement, il y a l'article 619-16 du PCG qui vous dit que lorsque une société détient des jetons en actifs numériques, il y a certaines informations à mentionner en annexe comptable. Et ces informations sont référencées dans l'article et il vous les indique. Donc, c'est très important de ne pas l'oublier et de la rédiger de manière précise. Voilà, donc ça c'était la partie un peu technique, un peu compta fiscale, mais le but c'était vraiment de vous montrer, et j'espère que vraiment ces diapositives et ce webinaire, enfin, vous en avez pris conscience, c'est qu'il n'est pas difficile de traiter, dans ce cas-là, attention, hein, dans les sociétés à l'IS, il n'est pas difficile de traiter comptablement et fiscalement les cryptoactifs. Et c'est un cas qui est très répandu. Voilà. Contrairement, où là je vous l'accorde, aux sociétés allières et aux entrepreneurs individuels, où là, les règles sont très complexes. Mais je vous demande vraiment de différencier les deux. Et maintenant, nous allons voir en bonus s'il est possible de créer sa société avec un capital crypto. Alors pour ça, encore une fois, il faut revenir à la nature juridique des cryptos, qui sont donc des actifs numériques. Et donc, lorsque je fais un apport, lorsque j'apporte au capital des cryptos, je fais un apport en nature. Qui dit apport en nature dit que je dois donc séquestrer mes cryptos et qui va être nommé donc un commissaire aux apports qui va les évaluer. Les évaluer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la quantité de cryptos que vous avez séquestré et à une certaine date et heure donnée, il va évaluer le cours pour déterminer le capital. Attention à ne pas tomber dans les pièges. Il y en a beaucoup qui disent que comme je fais un apport en capital de cryptoactifs, je crée une société à capital variable. Mais pas du tout. Ce n'est pas parce que mon cours varie par la suite, après l'évaluation de mon commissaire aux apports, que mon capital va varier. Je vous donne l'exemple d'un camion, vous faites un apport en nature d'un camion. Ce n'est pas parce que votre camion, ensuite, vous l'amortissez ou que vous avez un accident et qu'il est déprécié que vous allez modifier votre capital. Donc, pas du tout. Là, je reviens vraiment à la définition classique d'un apport en nature. Ce n'est pas parce que c'est une crypto qu'il faut que ce soit beaucoup plus complexe. D'accord? Ensuite, il va y avoir un transfert des cryptos, donc un apport effectif, c'est-à-dire que mes cryptos vont être déposés sur une plateforme dans un compte au nom de ma société, et moi, je vais passer mon écriture qui va donc être 101.3, 522. Effectivement, au lieu d'avoir un 512 comme d'habitude, je vais retrouver mon compte 522. Et ensuite, ma procédure est strictement la même que les autres sociétés pour créer ma société. Mais donc là, l'importance, encore une fois, pour réaliser cette mission, c'est d'avoir un partenaire pour séquestrer ces cryptos, d'avoir un commissaire aux apports qui accepte d'évaluer les cryptos, et ensuite, c'est d'avoir un logiciel qui soit conçu pour répondre aux besoins des experts comptables et qui puisse, par exemple, vous donner un petit peu comment dire, de possibilités pour vous renseigner le cours. Parce qu'en réalité, là, ce n'est pas au transfert des cryptos qu'il faut que vous ayez le cours, mais bien à l'évaluation que le commissaire aux apports fera. Voilà, petite subtilité. Donc sinon, il est tout à fait possible de créer des sociétés avec un capital crypto. Bien écoutez, voilà, c'était la fin de notre présentation. Le but, c'était vraiment de vous montrer qu'il est tout à fait possible en cabinet d'expertise comptable de mettre en œuvre cette mission sans pour autant être un expert dans tous les domaines des cryptoactifs. Et donc, j'espère vraiment que ça vous a satisfait et on va voir ensemble les questions que vous nous avez posées. Alors, merci Anthony pour ce bref, finalement, hein, c'est court avec toutes les questions qu'il y a.
Et puis j'en ai d'autres sous le coude. Mais effectivement, très clair, me semble-t-il. Euh, il n'y a pas beaucoup de questions trop techniques, mais il y en a quand même quelques-unes. Je prends la première question auquel tu vas pouvoir répondre. Ça concerne Réalité. Réalité, c'est de la tokenisation de fonds immobiliers, mais on pourrait avoir également la tokenisation d'autres fonds, hein, de fonds de trésorerie. Qu'en est-il au regard de la comptabilité crypto? Est-ce que je dois le traiter ou pas? Est-ce que c'est une comptabilité crypto d'avoir un investissement sur un fonds tokenisé? Alors oui, attention. Pour les fonds tokenisés, se poser effectivement la question de savoir est-ce que je les traite aujourd'hui comme des instruments financiers, enfin comme des instruments de trésorerie et du coup je reviens dans un compte 522, ou est-ce qu'au contraire je le traite comme le sous-jacent et dans ce cas-là, je le traite comptablement comme effectivement des investissements immobiliers. Là, la question se pose encore au niveau de l'administration fiscale. Autre question, rapidement, mais on va être dans l'heure, mais rapidement, est-ce qu'on revient sur le 517, 522? Je ne sais pas si ça n'a peut-être pas Ouais. été clair pour tout le monde. Comptablement, pouvez-vous rapidement revenir sur le transfert du compte 517-522? Le 517, il faut le voir comme une sorte de 512. Seulement, je ne peux pas le comptabiliser en 512 parce que la plateforme n'a pas le statut d'une vraie banque. Donc pour ça, j'utilise un compte 517. Le 517, du coup, c'est mon compte euro sur ma plateforme. Et ensuite, je vais acheter des cryptos avec les fonds qui sont sur ce compte euro. Donc c'est pour ça que je vais venir créditer mon compte 517 et je vais venir débiter mon compte 522. Je vais simplement acheter des cryptos, comme du Bitcoin par exemple, grâce à de l'euro sur ma plateforme. Alors, autre question on n'a pas enfin, tu as répondu rapidement, c'était comment suivre les rendements au travers de lending sur des plateformes décentralisées, les supply à paille changeant constamment. Euh, Alors, toutes les transactions qui sont faites sur le portefeuille de vos clients se trouvent dans l'explorateur blockchain. Donc, grâce à l'adresse publique de votre portefeuille, vous pouvez retrouver toutes les transactions. Donc, après, tout dépend de sur quelle plateforme, sur quelle blockchain il opère. Et ensuite, récupérer les différents rendements grâce au logiciel que vous allez utiliser pour convertir donc, vos transactions crypto en écriture comptable. Autre question, comment peut-on être sûr que le client me communique en tant qu'expert comptable l'intégralité de ses wallets? En fait, on n'est jamais sûr. C'est pour ça que justement, la lettre de mission doit vraiment être adaptée et doit confier cette responsabilité au client. Vous, la seule chose que vous pourrez voir, c'est peut-être le fait de ne pas avoir un inter-wallet, c'est-à-dire que vous avez un virement interne qui est parti quelque part et que vous n'avez pas la correspondance. Ben, c'est là où vous pouvez vous rendre compte qu'un client ne vous a pas donné la totalité et l'exhaustivité de ses portefeuilles. Mais maintenant, pour vous, il est pas possible il est pas possible d'établir la liste exhaustive à la place du client. C'est vraiment au client de vous la fournir. À noter qu'il faut différencier par contre deux types de wallet, hein. Il faut différencier le portefeuille centralisé, c'est-à-dire un portefeuille qui est réalisé sur plateforme centralisée et auquel le client aura fait une vérification de sa société KYB, et les portefeuilles décentralisés, où dans ce cas-là, ce sera une adresse publique qui vous fournira. Allez, je prends deux dernières questions. Comment traiter comptablement une ICO pour une entreprise à l'IS, si Alors, c'est pas trop long? ouais, non, on pourrait largement faire un webinaire sur le sujet. Et pour le coup, c'est justement là où c'est un cas qui est très intéressant, qui est particulier, qui nécessite des écritures comptables qui elles-mêmes sont particulières. Mais alors, c'est très important de bien différencier ce qu'on a présenté aujourd'hui et qui concerne donc des investissements ou des traitements des cryptos comme instrument de trésorerie et une ICO, où là, c'est vraiment différent et il faudrait d'ailleurs présenter le cas de l'émetteur et le cas de la personne qui souscrit. Et dernière question, je prends pas d'abonnement auprès d'un fournisseur logiciel. Comment je peux récupérer l'historique des transactions auprès de Binance, Kraken et consorts?
Alors, si je Je tac, le fais à tac, la tac. main, quoi. Mais on prend pas d'abonnement pour Non, il n'y traiter aura pas la. d'abonnement, il y aurait. Ah, d'accord, juste Comment je peux en fait, avoir, comment le on client traite peut avoir la, les infos? on traite manuellement. Alors, c'est chaque client qui va devoir se rendre sur son compte et ils ont la possibilité de faire un export de transaction de la même manière que pour une banque, on récupère un relevé bancaire. Maintenant, attention parce que les exports sont quand même assez indigestes. Ils ne sont pas faits pour être traités comptablement, ça c'est clair et net. Et attention au traitement manuel, hein. Vraiment, je ne recommande pas du tout de faire cette mission avec un traitement manuel. C'est vraiment très très compliqué, chronophage. Bien, eh bien, on est dans le temps réservé à ce webinaire. Merci Anthony. Deux questions. Oui, bien sûr, le support vous sera adressé. Vous aurez accès à ce support. Vous aurez accès au replay, le temps que l'on le prépare, mais vous aurez accès au replay. Je tiens à vous préciser que le replay est déjà disponible pour la première intervention à l'occasion d'actifs crypto qui a eu lieu au mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à vous rejoindre. Et puis, vous retrouverez Anthony au printemps sur 3 jours de formation où on rentrera dans le détail de la comptabilité, de la fiscalité, de cette thématique de l'entreprise crypto, comment je traite mes clients à l'IS. Merci Anthony, merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu, ce sera Flash Marché, ça sera le 10 janvier 2026. À bientôt. Merci.